Bon, Sylvain, t'as tenu à faire la déco. Donc, t'as installé, tu m'as dit, on va mettre des coquelicots là. Sache que ce truc-là, c'est ma fille qui l'a ramassé sur un trottoir. Ça, c'est du plastique dégueulasse. Il y a de l'eau un peu moisie, mais qui est pas vraiment, qui est de la fausse eau avec des faux galets à l'intérieur. Bonjour la déco à 2 balles, quoi. C'est pas grave. Voilà, chef décorateur Sylvain avec nous. Bon, c'est des semaines où moi, je passe mon temps à jongler entre 17 dossiers. Je vais en prendre un. Quand même, celui qui fait l'actu, les retraites. En commission spéciale, la France Insoumise a donc déposé 19 000 amendements. Je veux dire, quel est le sens de ça ? Parce qu'on pourrait juste estimer que c'est une activité absurde. D'aller en commission, puis dans l'hémicycle, alors qu'on sait qu'à la fin, ça passera. Faut le dire. C'est pas nous qui allons bloquer la réforme. Mais de la même manière, il y a des manifestations, et à la fin, on sait quand même que ça passera. Donc, est-ce que ça n'a pas de sens ? Non, moi je pense que ça a un sens. Est-ce que ça va passer comme une lettre à la poste ? Ou bien, est-ce que ça va passer, mais dans la douleur, où on sent que Macron et son gouvernement et ses Playmobil de l'Assemblée, c'est un passage en force qu'ils effectuent contre le corps social français. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le fait qu'ils décident de passer par une procédure accélérée dans l'Assemblée, quel en est le sens ? C'est un projet, le contrat social français, il est en place comme ça depuis plus de 60 ans. Ils ont eu 2 ans et demi pour préparer cette réforme, et voilà qu'on nous l'envoie en procédure accélérée en nous disant vous avez 10 jours en commission maximum, vous avez 4 jours pour vous avaler un dossier comme ça et préparer vos amendements, et ensuite vous aurez 2 semaines maximum pour l'étudier en hémicycle. C'est un passage en force contre l'Assemblée. Mais évidemment, moi, je vais pas faire le parlementaire qui est stupéfait, qu'on nous maltraite, c'est vraiment scandaleux. Au fond, malheureusement, dans la Ve République, les députés ont toujours été des godillots de leur majorité, grosso modo. Donc, je vais pas mais il y a un passage en force contre l'Assemblée. Il y a un passage en force contre les Français quand on voit que les 2/3 des Français demeurent hostiles à cette réforme. Il y a un passage en force contre les syndicats. Il y a un passage en force même contre le Conseil d'État, qui rend un avis hyper critique sur la réforme. Il y a un passage en force, y compris contre les inspirateurs de la réforme, dans les intellectuels. Thomas Piketty, qui avait pensé un peu la retraite à points, quand il a vu le bébé, il a dit c'est pas le mien, je le reconnais pas. C'est comme Frankenstein quand il accouche de son monstre. Et là, même Antoine Bozio, le grand aspirateur, élève de Thomas Piketty, grand inspirateur de la réforme, qui avait enthousiasmé Emmanuel Macron pendant la campagne avec cette idée de retraite à points, il vient de faire paraître sur une tribune dans Le Monde où il dit l'étude d'impact, il y a plein de zones floues. Ce qu'on vient marquer là avec les 19 000 amendements, le passage en force du gouvernement, c'est que ça se fait contre les Français. Et il faut que ça soit des marqueurs, que ça reste dans les mémoires. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, il va falloir les faire payer. En 2010, Sarkozy, il est passé en force aussi sur les retraites. Il l'a payé en 2012. En 95, Juppé, il fait sa réforme sur la sécurité sociale, mais il le paye en 97. On doit avoir... voilà, donc il est évident que là, si on n'arrive pas à arrêter cette réforme, ça doit rester comme un jalon dans le temps de ce qu'aura été le mandat de Macron, et que là, ce qu'on prépare, il faut le dire, on prépare l'après-Macron. On prépare la bataille pour qu'il soit plus à l'Élysée. C'est ça. C'est en faire un repère. L'un des arguments avancés par Macron et tout ça, c'est de parler de justice sociale. Alors, tu sais, on peut avancer des tas d'arguments techniques contre cette réforme des retraites. Mais il faut dire que l'essentiel est quand même un procès d'intention. Faut lire la vérité. Quand Macron vient prononcer le mot justice sociale, tu vois, c'est le gars qui t'a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax, mis en œuvre la flat tax, supprimé l'exit tax, qui dans le même temps allait taper les locataires sur les APL de 5 €, qui allait taper les retraités avec de la CSG, qui allait supprimer les contrats aidés, et c'est lui maintenant qui t'a dit justice sociale. Comment tu peux croire ça ? Donc il faut dire que l'essentiel est un procès d'intention. Le truc, c'est que au départ de son mandat, il a fait Robin des Bois à l'envers, tu vois, brutal, franc du collier.
Et maintenant, c'est retors, c'est technique, c'est par en dessous, vous aurez les conséquences de ça dans 20 ans, tu vois. Et là, maintenant, c'est Robin des Bois à l'envers, qui te l'a fait à l'envers, quoi. Donc, je veux dire, moi, Emmanuel Macron, qui parle de justice sociale, c'est l'abbé Pierre qui fait de la pub pour Gillette, tu vois. Pour pas te refaire Rocco Siffredi qui parle de chasteté. Mais bon, donc il faut dire ce qui est, c'est que quand même, on peut avoir aucune confiance dans Macron et dans ce gouvernement pour faire de la justice sociale. C'est tout, point barre. Bon, après, il y a tous les arguments techniques et il y en a des dizaines qui montrent que de toute façon, ils trafiquent tout pour nous la faire à l'envers. Mais bon, et je veux même replacer cette bagarre dans un truc plus général. Tu vois, je suis en train de lire la guerre sociale en France de Romaric Gaudin. Bon, je te le mets dans le cadre, comme ça t'as pas bougé ta caméra. Je l'ai pas terminé, mais bon. Ce qui est évident, c'est que les Français refusent dans la durée le projet libéral. Tabar en 76, qui veut faire de l'austérité, c'est qui veut être le Hayek français, quoi. Paf, 81, c'est Mitterrand. En 86, Chirac, il y va franco dans les privatisations à Donf et tout ça. Il perd en 88. 93, Balladur se présente à son tour comme l'homme du libéralisme. Il perd en 95 face à un Chirac qui s'est reconverti en homme de centre-gauche avec la fracture sociale. Finalement, Juppé, il fait quand même du projet libéral, il perd en 97 contre Jospin. Tu vois, tu as une constante, en fait, d'un refus en France de ce projet libéral, ce qui fait que, quand même, la société française, elle glisse. Il y a, au niveau de la fiscalité, c'est plus la même, le droit du travail, il évolue, mais on l'avale pas franco. C'est tempéré. On est plongé dans ce bain de mondialisation, mais de manière tempérée. Et Emmanuel Macron est la nouvelle mouture de nous passer ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que au fil de chacun de ces épisodes, la base sociale qui soutient le libéralisme, elle se rétrécit. À chaque fois, alors on peut le voir notamment avec le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, qui au fond a été un référendum sur le projet libéral et où il y a eu 55 contre 45, quoi. Donc si on le faisait maintenant, ça serait encore pire. D'une part, il y a aujourd'hui un calcul cynique de Macron, c'est que j'ai plus besoin de 50% comme avant. Il suffit que j'ai mes 20% de motivés qui vont aller voter pour moi. Ça me fera 25% parce qu'il y en aura d'autres qui n'iront pas voter de l'autre côté. Je fais mes 25% au premier tour, je me retrouve face à Marine Le Pen au deuxième tour et je gagne. Donc au fond, il y a la conviction cynique que avec 20% de gens satisfaits, on peut faire contre 80%. Tu vois ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas croire que parce que la base sociale se rétrécit, ça les conduit à la modestie. Que ça les conduit à abandonner leur projet. Ça les conduit en fait à l'inverse. Ça les conduit à savoir qu'ils le font contre les Français et que de ce fait-là, il faut d'autant plus le passer en force, le passer de manière souterraine, tu vois. Et c'est ce qui se passe. Et j'en viens à un autre point de ma semaine, c'est la police. Parce que dans la mesure où il faut de plus en plus passer en force contre le corps social français, ça suppose qu'on s'appuie de plus en plus sur la matraque. Mercredi, je suis allé soutenir Noam Anouar. Donc c'est le délégué de Vigie Police qui avait pris la parole pour dire voilà, aujourd'hui, de toute façon, on fait jouer à la police le rôle de coercition des oppositions et c'est pas notre rôle, c'est pas nous qui devons faire ça. On n'a pas à aller faire du maintien de l'ordre forcé. Enfin voilà, là on déborde de notre rôle. Donc il était intervenu comme ça à la télévision. On imagine que ça fait plaisir à Castaner. Boum, il s'était syndiqué chez Vigie, je crois, le 23 août 2017 et le 24 août, le lendemain, il avait une convocation à son conseil de discipline. Donc, je suis allé à son conseil de discipline à la préfecture de police de Paris. Me dit-on, c'était la première fois qu'un parlementaire y assistait. J'en sais rien, quoi. Mais j'y ai attendu dans le couloir longtemps. À la fois, c'est ennuyeux.
et en même temps, tu laisses traîner tes oreilles, tu vois. D'abord, il y a des très hauts gradés de la préfecture qui venaient me voir, qui me reconnaissaient dans le couloir, là, sur un banc, dans un coin, à attendre, et qui me disaient, bah, monsieur Ruffin, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis venu soutenir monsieur Noam Anwar, parce que les poursuites, ah oui, il parle un peu trop fort à la télé, ça doit pas plaire là-haut, on me disait les gradés. Et puis après, je leur disais, bon, je faisais une petite conversation, alors vous avez du boulot en ce moment. Ah ouais, alors là, vous m'en parlez pas. Ça fait 2 ans, on n'arrête pas, c'est terrible, on est obligé de mettre tout le monde dans le maintien de l'ordre, parce que nous, on n'est pas fait pour ça. Il y a des unités de maintien de l'ordre, mais nous, notre travail, c'est pas de faire du maintien de l'ordre comme ça, c'est d'apporter de la sécurité à la population. Là, j'entendais dans un petit bruit de couloir, même à Paris, c'est l'un des problèmes du maintien de l'ordre, il y a des unités qui sont spécialisées là-dedans, et qui, sans doute, feraient un autre travail. Mais là, on envoie tout le monde, hein, on envoie les BAC, mais on envoie les gens qui s'occupent par exemple des violences conjugales, tout le monde est amené à aller dans les manifestations. Et jusque, j'entendais, il y a une brigade qui est chargée d'aller voir les sans domicile fixe et de les inviter à aller dans des centres d'accueil ou de prendre soin d'eux, enfin tu vois, de gérer ça quoi. Et même eux, ils ont reçu une formation de 48 heures pour aller faire du maintien de l'ordre dans les manifestations. Donc voilà. Donc maintenant, et je sentais ces gradés mal à l'aise à l'égard du rôle qu'on leur fait jouer et se disant bon sang, ça fait 2 ans que ça dure, quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y en a marre quoi. Donc tu vois, tu prenais une température de la police, mais il est évident qu'aujourd'hui le pouvoir tient par sa police. Il a eu peur de craquer au moment des Gilets jaunes en se disant bon voilà, on est tout seul. Même là, une syndicaliste de la police, Linda Kebab, qui dit à Macron, oubliez pas que c'est nous qui vous avons sorti au bout du Nord. Hein. Si on vous laisse tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Donc maintenant, c'est instauré une grande dépendance du pouvoir à l'égard de la police. C'est une situation qui est une situation inquiétante pour la police parce qu'on lui fait faire des trucs qu'elle n'a pas envie de faire et inquiétante pour la démocratie. Hier, pendant que j'étais dans ce couloir, je reçois un message, je sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé, d'une mère un lycéen qui a fait un feu de poubelle contre la réforme du bac là devant son lycée. La mère me dit bon, c'est pas bien malin, mais bon, le jeune, il est embarqué au commissariat du 20e, il est mis en garde à vue, on lui dit pas quand il va sortir, il a froid la nuit, mais il se replie avec un t-shirt et son pantalon, on lui enlève pour l'humilier son t-shirt et son pantalon. On lui dit, amène un peu de bouffe, on lui dit, tiens, fais attention, c'est brûlant, et en fait, la bouffe est même pas décongelée. Dans le fourgon qu'il emmène pour être mené au procureur, il y a un policier qui lui dit, aujourd'hui, j'ai envie de taper. Bon, voilà comment on traite notre jeunesse. Ça signifie quelque chose, ça veut dire que ce pouvoir, il sait qu'il tient par la matraque, que dès qu'il y a un feu qui... quelques braises quelque part, il faut immédiatement l'éteindre en envoyant la police. Je pense que c'est pas la fonction de la police et que on devrait se demander comment on fait pour que le pouvoir il se fasse pas contre les gens quoi. Finalement, Noam Anwar, lui, il s'est vu être suspendu pendant 6 mois pour le calmer quoi. Tu vois, pour lui dire bon bah, maintenant tu vas te la fermer un peu. Alors que je pense qu'au contraire, on a besoin de voix de l'intérieur de la police, de l'intérieur de l'institution, qui viennent dire c'est pas notre rôle. On veut plus faire ça. Tu sais, c'est mon éternelle citation de Gramsci, mais c'est le temps où il faut cesser de la citer. On passe d'un moment où la classe dirigeante n'arrive plus à entraîner par l'enthousiasme, par l'envie. C'est un grand temps de détachement de l'idéologie dominante. Concurrence, mondialisation, croissance, déficit et ainsi de suite. Et donc, comme ils n'y arrivent plus à diriger, eh bien, ils dominent. Comme ils n'y arrivent plus par l'envie, ils y vont par la force de coercition. Et là, c'est ça. C'est ce temps-là qu'on vit. Tu vois, et puis alors, bon, non, je vais pas, parce qu'il y avait un philosophe ce matin sur France Inter. Alors, je sais plus, j'ai oublié son nom, mais le mec qui faisait toute une leçon en disant bon, de toute façon, la manifestation est un lieu de danger, donc c'est normal que dans ce moment-là, tu prennes des tirs de LBD, que tu t'en sortes. Il y a 25 personnes qui ont perdu leurs bras, il y a 5 personnes qui ont perdu leur œil, il y en a plus d'une centaine qui ont le crâne qui a été ouvert.
Et on doit considérer que c'est normal dans un pays comme la France, quoi. Bon, putain, bon, stop, quoi. Va falloir... bon. Mais c'est un indice du temps. Et donc, nous, on a une responsabilité là-dedans, c'est d'offrir un débouché pour l'après-Macron, où la jeunesse, on l'éduque pas à coups de matraque. Notre responsabilité, c'est d'offrir un débouché politique, un projet qui soit un peu appétissant, tu vois. Pas juste, on va vous faire rentrer nos idées à la matraque dans la tête comme ils le font, quoi. Et tu vois, quand je suis à la préfecture de police dans tout ce truc-là, que j'ai en tête, les 5 éborgnés, les 25 mutilés, la centaine de personnes qui a le crâne fendu, je me dis, voilà, il faut qu'on prépare l'après-Macron. Il faut pas qu'on lui laisse les clés. Et il faut aussi préparer une police pour l'après-Macron. Une police qui soit pas une espèce de police politique, tu vois, très politique, à qui on demande de faire du contrôle politique sur Amiens. Il y a des phrases qui sont prononcées, des fois, c'est du ciblage dans les manifestations pour dire, celui-là, il faut le choper. Et l'une des accusations qui est, quand ils sont en garde à vue, c'est que ce sont des meneurs. Attends, être un meneur, c'est glorieux. J'espère être un meneur. Tu vois? Non, mais Sandek, il y a des petits, il y a des grands meneurs, il y a des moyens meneurs, il y a tout ça, mais j'espère qu'il faut des meneurs aussi. Donc, et meneur, c'est pas une accusation, c'est un titre de gloire. Bon, mais c'est pour dire que il nous faut préparer aussi une police citoyenne. Comment on fait pour avoir une police qui est proche des habitants? Là, le taux de confiance des Français dans la police, il a jamais été aussi bas. Il est tombé à 50%. Jamais c'était aussi bas. Et j'ai lu un bouquin, là, le bouquin de Sébastien Rocher, La police en démocratie. Eh bien, on est l'un des pays au monde où le taux de confiance dans la police est le plus bas. Donc il y a un problème, tu vois. Il nous faut aider avec les policiers. On le fera pas. On fait pas. Pour moi, on ne fait pas une réforme de l'agriculture contre les agriculteurs. On ne fera pas une réforme de la police contre les policiers. Il faudra le faire avec. Mais il nous faut refonder une police citoyenne, quoi. Lundi, je recevais à ma permanence une accompagnante d'enfants en situation de handicap qui était, elle m'a dit, au bord du suicide. Parce que en fait, elle avait beaucoup espéré dans son métier. Quand elle est arrivée, il y a une dizaine d'années, elle croyait, et elle a réussi, tu vois, à accompagner par exemple un gamin autiste pendant tout le collège. Et après, il a été au lycée normalement, et là, il est en fac d'histoire. Et sa crise à elle, c'est 2 causes. D'abord, là, on lui a fait mutualiser les élèves. Ça veut dire qu'elle doit jongler entre plusieurs élèves en même temps. Et du coup, elle n'obtient pas les mêmes résultats, elle voit qu'elle n'y arrive plus et elle abandonne. Elle est en train d'abandonner, elle a même de toute façon changé de poste, elle est devenue assistante d'éducation, c'est ça? Perte de sens dans son métier. Et la deuxième cause, bizarrement, c'est qu'on lui a proposé un CDI. Mais là, c'est un CDI, elle est à 900 €. Elle a des dettes dans tous les sens, elle voit plus le sens de son métier. Et donc, se dire, cette situation, c'est pas une situation temporaire, mais ça doit devenir ma situation durable et je vais vivre pendant 10, 20, 30 ans dans cette mouise-là. À l'inverse, ça produit un grand découragement et une volonté d'en finir avec l'éducation nationale et voire d'en finir tout court parce qu'elle avait espéré investir dans son métier. Et c'est la richesse, moi, de ma place à l'Assemblée. C'est que mercredi, je recevais une chercheuse, une sociologue, Suzy Bossard, qui avait fait une thèse sur les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Et je lui décrivais ça, et elle me disait que oui, bizarrement, mais en effet, il y avait plein de personnes à qui on avait proposé un CDI qui avaient craqué à ce moment-là. Parce qu'elles ne se voyaient pas rester dans la durée, avec des temps partiels, 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi, du jonglage entre les élèves et une paye à la fin de 734 € en général. Et je crois que préparer l'après-Macron, c'est aussi avoir un projet qui fait que Véronique, tu vois, elle retrouve un sens dans son boulot et que l'accompagnement des enfants là, dans les écoles, collèges, lycées, il se fasse
bien, à la fois bien pour les salariés et bien pour les enfants. Et je pense que préparer l'après-Macron, c'est préparer un débouché politique. Et je pense que c'est aussi, voilà, travailler au quotidien avec les gens pour avoir, voilà, c'est mon truc sur les métiers du lien, quoi. Je crois que assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap ou animateur périscolaire, ça peut être le cœur de quelque chose dont on se dit c'est les socles qu'on doit faire émerger d'une société pour demain, quoi. Tu vois, j'espère qu'un jour je siégerai dans une commission spéciale accompagnant d'enfants en situation de handicap et que pour Véronique et les autres, on portera des projets qui se fassent pas contre les Français dans le sentiment juste que il faut que ça se dégrade, que l'objectif c'est les déficits, qu'il faut aller filer des bouts de notre patrimoine à BlackRock, mais juste que on porte des projets qui sont pour Véronique et Hayat et Asia, toutes mes copines à ESH, tu vois.